Bien, alors, merci pour cette invitation et sur un sujet qui est à la fois furieusement d'actualité, mais qui en même temps, évidemment, toutes ces mises en perspective des questions d'athéisme et de tolérance est d'autant plus bienvenue. Alors, je souhaiterais parler de la question de l'athéisme chez Hobbes. Alors, non pas la manière dont il en est souvent parlé, c'est-à-dire la question de savoir si le matérialisme de Hobbes est un athéisme ou non, ni sur la manière dont Hobbes lui-même a été accusé d'athéisme, et si sur sa critique il fait de la religion, comme le disait Léo Strauss, constitue, comment dire, en quelque sorte l'avènement de la modernité politique, même si Strauss est revenu par la suite en 1975 et il a attribué cette jeunesse de la modernité politique à Machiavel. Mais ce qui m'intéresse, ce sont deux usages précis que fait Hobbes de l'athéisme dans Le Citoyen puis dans le Léviathan. Et donc, ce que je voudrais montrer, c'est d'abord quels usages Hobbes fait de cette figure de l'athée et du raisonnement de l'athée, d'abord dans Le Citoyen en 1642, puis dans le Léviathan en 1651. Je vais brièvement évoquer, d'abord évoquer ces textes, puis montrer très brièvement certaines lectures qui ont été faites de ces textes. Et je voudrais proposer ma propre lecture qui consiste à montrer que Hobbes radicalise un discours athée qui avait déjà été introduit dans le droit et que cette radicalisation du discours athée constitue la formulation d'une objection sceptique et que cette objection sceptique est un moyen ou est une manière par laquelle Hobbes a transformé la théorie du droit, a transformé la théorie de l'obligation et ainsi créé une nouvelle figure de la subjectivité juridique à l'âge classique. Et dans un dernier temps, qui sera peut-être ma conclusion, je voudrais montrer comment cette figure de la subjectivité qui est inédite chez Hobbes, qui est une manière de penser l'autonomie dans un sens autrement que kantien, pour l'âge classique, disons, eh bien, cette pensée donc du sujet juridique est en quelque sorte renversée lorsque Hobbes ajoute à cette théorie du sujet du droit une théorie du sujet politique qui est entièrement absorbée dans la représentation politique. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement qui, d'un côté, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme d'ambivalence, qui, d'un côté, pense la création du politique à partir de l'immanence, grâce à cette figure de l'athée qui, à mon sens, a un rôle important, parce qu'elle est précisément placée au moment où Hobbes fonde et déduit les lois naturelles, et ensuite, cette immanence-là, cette immanence du politique, cette pensée de l'immanence dans la politique, eh bien, elle est entièrement absorbée par la figure du souverain, par la figure du dépositaire de l'autorité politique, qui absorbe, au fond, toute action politique possible. Alors, je détaille un petit peu plus. Je commence par les deux textes. Tout d'abord, dans Le Citoyen, donc le texte de 1642 au chapitre 14, paragraphe 19. Alors, Hobbes évoque l'insensé, qui est l'autre terme de l'athée. Le contexte, c'est celui de la distinction. Donc, c'est un chapitre intitulé, qui porte sur les lois et les offenses. Hobbes distingue la loi et le conseil, les diverses sortes de lois, divines et humaines. Il indique comment on connaît le législateur, ce qu'est le péché, quel genre de péché est l'athéisme. Donc là, c'est là que nous rencontrons la question de l'athéisme, et ensuite il continue sur le crime de lèse-majesté. Hobbes dit qu'il n'y a de péché que s'il existe une loi, et une loi donc que nous enfreignons. Il n'existe de loi que comme commandement d'un souverain, et s'il n'y a pas de souverain auquel nous n'avons pas donné sa puissance par notre consentement, d'où la question, si on est dans ce cas de figure, peut-il y avoir péché ?
Le problème est spécifique pour l'athée, précisément parce que l'athée, c'est celui qui n'a pas donné son consentement et qui ne l'a pas donné à Dieu pour obéir à sa loi. L'athée est décrit comme un insensé, en référence aux psaumes 14 et 53. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont Hobbes qualifie ce type de péché d'athéisme. Il dit que l'athée est un imprudent. L'athéisme, c'est un péché d'imprudence. Alors, il dit bien, mais ça ne le rend pas excusable. Néanmoins, il développe ce que c'est que l'imprudence. Il dit que l'athée n'est pas puni en qualité de sujet, c'est-à-dire de sujet du royaume de Dieu, mais comme un ennemi, tout simplement parce qu'il n'a pas consenti aux lois, en l'occurrence les lois naturelles. Alors, il dit que l'athée est imprudent. Il est imprudent, alors Hobbes utilise une analogie, il est imprudent comme celui qui bâtit sa maison sur du sable, c'est-à-dire qu'il n'enfreint aucune obligation, mais il fait preuve d'infirmité ou de malice. Bien, donc l'athéisme est caractérisé par l'infirmité et la malice. L'infirmité, elle est décrite par Hobbes comme une perturbation de l'âme, une passion qui fait que l'on en vient à mépriser les lois sans scrupule de conscience. Et la malice, elle est considérée comme, alors là je renvoie à la préface du Citoyen, comme comme un manque ponctuel de raison. Et là, Hobbes décrit la malice ou la méchanceté en comparant à des enfants robustes, d'accord, en comparant les adultes à des enfants robustes qui auraient conservé une âme d'enfant parce que la raison fait ponctuellement défaut. Bien. Et donc, l'athéisme n'est pas un péché d'injustice. Et c'est ce qui ensuite sera reproché par Bramall à Hobbes, et Hobbes rajoutera une note en 1647, mais que je ne détaille pas là, puisque c'est développé dans le Léviathan. Donc j'en viens au second passage, en 1651 dans le Léviathan. La figure de l'insensé apparaît au chapitre 15, juste après la déduction de la troisième loi de nature, qui affirme que les hommes doivent s'acquitter de leurs conventions une fois qu'ils les ont passées. Et donc il s'agit bien de l'obligation de tenir les promesses que nous avons faites. Et tenir ces promesses, je vois quelqu'un qui sourit, c'est ce qui définit la justice pour Hobbes. Bien. Et donc, ce que l'on rencontre dans ce passage-là, c'est une version beaucoup plus radicalisée de l'athéisme. L'athéisme n'est plus décrit comme un défaut ponctuel de raison, mais comme l'affirmation d'une thèse. L'insensé, dit Hobbes, pense et parfois dit que la justice n'existe pas. Il oppose ensuite, en quelque sorte, les raisons de l'athée, c'est-à-dire que l'athée, c'est celui qui poursuit son intérêt individuel, compris par Hobbes comme un intérêt rationnel, et c'est en ça qu'il s'agit bien d'une objection forte, c'est-à-dire que pour l'athée, il est rationnel de ne pas tenir ses promesses si cela favorise la conservation et la satisfaction de soi. Bien. Alors, il y a eu plusieurs interprétations qui sont faites de cette figure de l'athée ou de l'insensé. Chez Hobbes, il y a l'interprétation de Luc Foineau dans Hobbes et la toute-puissance de Dieu, qui dit au fond que l'athéisme, c'est une ignorance de la mortalité qui nous fait prendre conscience de la toute-puissance de Dieu. Et donc, ignorer sa mortalité, c'est ignorer qu'on est obligé par nature. Bien. Luc Foineau inscrit cela dans un cadre théologique, c'est simplement l'athéisme, c'est cette ignorance-là. Dans un autre article, il dit que l'insensé, c'est celui qui fait passer le bien, c'est-à-dire il transforme l'idée de l'intérêt personnel dans une théorie du bien, et donc c'est celui qui fait passer le bien avant le juste, et donc somme toute, si on lit Luc Foineau, l'athée, il n'est pas rawlsien. D'accord, ça veut dire, à contrario, dit Luc Foineau, que Hobbes a compris qu'il est difficile de fonder une théorie morale de la justice quand on ne dispose pas d'une théorie objective du bien. Et donc finalement, en réalité, Hobbes serait rawlsien. Bien.
Alors, je laisse de côté cette interprétation. Il y en a eu d'autres. Il y a eu David Gauthier dans Morals by Agreement, qui inscrit ce calcul de l'AT dans une théorie du choix rationnel et où il montre qu'il y a une maximisation de l'intérêt à limiter l'association avec les athées, et que tel est le sens de la lecture, enfin de l'athée chez Hobbes. Et puis ça a été repris par Picavet, toujours à partir de la théorie du choix rationnel. Et puis enfin, il y a eu par exemple une interprétation, enfin, que je trouve assez intéressante, mais que je ne développerai pas là, qui est celle de Hoekstra, dans un article publié en 1995, qui met l'accent sur la distinction entre penser dans son cœur et le dire. Bien, et donc il en fait une théorie de pouvons-nous dire que nous sommes athées? Bien, alors ça aurait été intéressant sur la question en particulier de l'expression publique de ces pensées, mais là je ne développe pas cela. L'interprétation que je propose est la suivante, c'est que la figure de l'athée, c'est une figure sceptique chez Hobbes, qui lui permet de redéfinir le droit, de repenser le droit, et de le penser à partir de ce que j'appelle plus globalement une politique de l'immanence. Il y a un certain nombre de figures qui, à mon sens, sont des figures sceptiques chez Hobbes. Je ne vais pas toutes les développer, mais la figure de l'athée, c'est aussi, elle est très proche de la figure de l'insensé, de l'immodéré et du méchant, que j'ai évoqué. Alors, ce qui justifie, ou ce qui fait que je la comprends comme un argument sceptique, alors ce n'est pas simplement par le fait qu'il existe alors tout un contexte évidemment de renouveau du scepticisme que Hobbes connaît en particulier lorsqu'il est en France durant la guerre civile anglaise. Il y a vraiment un contexte, bon là que je ne vais pas développer, mais il lie véritablement les sceptiques. Ce n'est pas simplement par le fait que son subjectivisme éthique fonctionne comme un argument sceptique lorsqu'il déduit le droit naturel, c'est-à-dire que le subjectivisme éthique, c'est ce qui transforme le droit naturel en un jus in omnia, d'accord, et il fonctionne comme un argument sceptique. Mais ce qui m'intéresse, c'est au fond que Hobbes reprend un argument qui est celui qu'avait formulé Grotius en 1625 dans les Prolégomènes du droit de la guerre et de la paix, où Grotius introduisait l'argument sceptique dans le droit. Bien. Et l'argument sceptique consiste à opposer la poursuite de l'intérêt individuel à la possibilité de définir une norme de justice qui soit universelle. Alors, ce n'est pas exactement nouveau, hein, ce sont des arguments qui sont reformulés dans le scepticisme moderne, et qui ont fait l'objet, comme un certain nombre d'études l'ont montré, dont on pourra discuter ensuite chez Popkin ou chez Tuck, de la formulation d'une crise sceptique, hein, qui s'est étendue de la sphère religieuse à l'ensemble des sphères du savoir. Mais ce qui est nouveau dans l'ouvrage de Grotius en 1625, c'est que cet argument est placé dans le droit. Bien, alors ça, c'est une nouveauté, et Grotius fait un usage particulier de Carnéade dans les Prolégomènes, hein, puisqu'il, en quelque sorte, reformule les discours de Carnéade. Hein. Je rappelle simplement que lorsque Cicéron lui-même rapportait les discours de Carnéade, il disait que Carnéade a soutenu un jour que la justice n'existe pas et le surlendemain que la justice existe. Bien. Que fait Grotius? Eh bien, Grotius ne reprend pas Carnéade pour montrer qu'il y a deux thèses contraires et qu'il faut suspendre son jugement, d'accord, mais Grotius reprend Carnéade en lui attribuant une thèse qui est que la justice n'existe pas, étant donné le fait que les individus comme les États poursuivent leur intérêt individuel et donc qu'ils ne peuvent connaître une norme de justice universelle. C'est cette version du scepticisme de Carnéade que reprend Hobbes à travers la figure de l'athée. Donc je fais ce rapprochement parce que Hobbes introduit cette figure de l'athée dans le droit
comme Grotius l'avait fait quelques années auparavant. Bien. Alors, je ne dis pas que Hobbes formule une thèse sceptique. Hein, d'ailleurs, il y a très peu d'occurrences du terme de scepticisme chez Hobbes. Donc, il ne désigne pas une thèse qu'il combat comme le fait Grotius, mais on retrouve la même objection au moment où il s'agit de déduire le droit naturel, d'accord ? L'objection qui apparaît sous la figure de l'athée ou de l'insensé, hein, qui poursuit, qui identifie l'intérêt particulier et la raison, ce qui revient à opposer la raison et le juste, et donc à dénier tout fondement rationnel et universel à la justice. Bien. Alors, je voudrais dégager donc les conséquences de ce rapprochement, c'est-à-dire de la compréhension de la figure de l'athée comme une figure sceptique au moment de la déduction des lois naturelles. Bien. J'en viens donc à ma deuxième partie, d'accord, qui consiste à exposer la logique de la déduction des lois naturelles, et avant de dégager ce qu'a fait ou quelles ont été les conséquences donc, de cette figure de l'athée au moment où il s'agissait de déduire les lois naturelles. Alors, je ne vais pas exposer évidemment l'ensemble des lois naturelles, il y en a un certain nombre, et puis il n'y en a pas le même nombre entre le citoyen et le Léviathan, mais je vais simplement reprendre une classification qui était celle proposée par Norberto Bobbio, d'accord, qui consiste à isoler un premier bloc, les 3 premières lois naturelles. Ensuite, je vais dire, c'est ce bloc-là, ce groupe-là de lois qui va m'intéresser. Ensuite, Norberto Bobbio distingue les lois substantielles et des lois procédurales, dont je ne parlerai pas, mais simplement pour dire que les lois substantielles, ce sont les lois qui semblent définir un contenu moral indépendamment de l'existence d'un souverain qui fixerait les vices et les vertus, le bien et le mal. Et enfin, un troisième groupe de lois, donc les lois procédurales, qui permettent de rétablir la paix quand celle-ci a été violée. Mais je m'intéresse au premier groupe, donc qui comprend les 3 premières lois et qui définit les conditions rationnelles de l'établissement de la paix, dont la constitution d'un État civil est le moyen. Alors, ces lois ne disent pas qu'il faut créer un État ou une souveraineté, mais elles indiquent les conditions d'une association au moyen d'une convention qui permet d'assurer notre propre conservation. Ce qui m'intéresse dans cette déduction, c'est que Hobbes fonde l'obligation sans recourir à Dieu, précisément parce qu'il ne définit pas ces lois comme des commandements. Alors, il y a eu tout un débat que je ne vais pas évoquer ici, dans les années 60, mais qui s'est poursuivi ensuite, entre Warrender, Oakeshott, etc., qui consistait à se demander si les lois de nature étaient des commandements, ou si elles étaient des règles de prudence, ou si elles étaient des déductions, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment Hobbes écarte l'idée de commandement pour définir ces lois, précisément parce qu'il a introduit l'hypothèse athée, d'accord, et donc ces lois vont être un ensemble de déductions indiquant comment nous pouvons, au fond, maintenir notre droit naturel, c'est-à-dire, en quelque sorte, vivre et bien vivre. Alors, brièvement, parce que en même temps tout le monde connaît ces lois, d'accord, la première loi définit que Hobbes appelle une règle générale découverte par la raison. Elle définit la paix comme le moyen le plus adéquat pour éviter de faire ce qui mène à la destruction de sa vie ou de s'enlever le moyen de la préserver. Néanmoins, chacun reste encore juge des moyens de la paix et d'autre part de l'opportunité d'obéir ou non aux lois qu'on aura définies. La deuxième loi définit les moyens de la paix, c'est-à-dire que dans le cas, dit Hobbes, où la paix est possible, donc ça c'est la première loi de nature, alors la raison prescrit le moyen de la paix, et ce moyen c'est le dessaisissement de droit. Bien, que l'on consente, quand les autres y consentent aussi, à se dessaisir dans toute la mesure où l'on pensera que cela est nécessaire à la paix et à sa propre défense, du droit qu'on a sur toute chose, et qu'on se contente d'autant de liberté à l'égard des autres qu'on en concéderait aux autres à l'égard de soi-même. Bien. Alors,
ce qui m'intéresse dans l'articulation de la première à la deuxième loi, c'est que cette loi est un moyen de moyen. C'est-à-dire qu'au fond, la première loi fait de la paix un moyen de conservation de soi, et la deuxième fait du dessaisissement de droit le moyen du moyen énoncé précédemment, c'est-à-dire le moyen de la paix. Alors, pour éviter de parler de manière finaliste, ce qui n'est évidemment pas dans la logique hobbesienne, on peut concevoir cette deuxième loi comme la condition logique par laquelle la première loi de nature peut être mise en œuvre. Et donc, d'une loi à l'autre, il y a une continuité déductive, et ce qui lie les lois entre elles, cette continuité déductive, indique bien que ces lois ne sont pas présentées comme des commandements, d'accord, mais comme des déductions qui s'inscrivent dans une réflexion sur la validité, c'est-à-dire à quelles conditions les pactes et les promesses peuvent-ils être valides. Peut-être dans la discussion, on aura l'occasion d'en parler, mais cette interprétation-là, je la distingue aussi de tout un tas d'interprétations de Hobbes qui, à mon sens, présentent beaucoup de problèmes et qui confondent la question de la motivation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les hommes désirent, ont envie ou n'ont pas envie de passer des pactes, de sortir de l'état de nature, la question de la motivation et de la validité. D'accord ? Dans la déduction des lois naturelles, Hobbes ne se demande pas quelles sont les passions ou les affects, ou au contraire les formes de rationalité qui font que les hommes ont envie de créer une association politique, mais il définit une logique juridique, c'est-à-dire une logique de validité. Ce qui est important dans cette seconde loi naturelle, c'est que, alors, quand on poursuit sa lecture, Hobbes affirme « quand un homme a, de l'une ou de l'autre manière, abandonné ou accordé à autrui son droit, on dit alors qu'il est obligé ou tenu de ne pas empêcher de bénéficier de ce droit ceux auxquels il l'a accordé ou abandonné, qu'il doit ne pas rendre nul l'acte volontaire qu'il a ainsi posé. » Le terme qui est introduit, c'est le terme d'obligation. Une obligation est créée, et comment est-ce qu'elle est créée ? Elle est créée par la volonté de celui qui s'oblige. C'est-à-dire que cette deuxième loi de nature indique que les lois naturelles ne sont pas des commandements, mais que les obligations sont issues, en quelque sorte de manière immanente, par la volonté même de ceux qui, en s'associant, se donnent des obligations. Bien. Il n'y a donc pas de loi qui précède l'engagement des volontés, d'accord, mais ce sont les individus eux-mêmes qui sont à la source des obligations et qui sont obligés de par leur propre volonté. D'où le terme d'immanence, encore une fois, que j'utilisais. Bien, le fondement de l'obligation, c'est la volonté de l'obligé. C'est l'acte de renoncer à son droit, de passer une convention qui crée l'obligation. Alors, ça ne veut pas dire que les lois naturelles elles-mêmes sont des obligations, mais elles sont des raisonnements qui nous indiquent la nécessité de passer des conventions. Bien. Autrement dit, là, il faut établir une distinction entre la déduction ou l'ensemble des déductions, en quoi consistent les lois naturelles, d'accord, et le fait de s'obliger. La troisième loi naturelle, et donc la dernière de ce premier groupe de lois dont je vais parler, eh bien, elle stipule que les hommes doivent s'acquitter de leurs conventions, donc tenir leurs promesses, une fois qu'ils les ont passées. Alors, cette loi, elle constitue un moyen logique de la loi précédente. C'est-à-dire que si passer des conventions est nécessaire à la paix, observer des conventions devient le réquisite de toutes les conventions. Et donc la logique des lois naturelles est maintenue. La première loi de nature requiert que l'on s'efforce à la paix autant qu'il est possible. La deuxième définit les moyens de mettre en œuvre cette paix, ou elle définit les conditions théoriques qui permettent d'observer la première loi naturelle. Elle définit les formes de transfert, le dessaisissement de droit. Et la troisième loi
définit l'obligation de respecter toute convention valide. Bien. Bien. Et c'est à ce moment-là que Hobbes définit la justice, d'accord? C'est-à-dire que l'existence de la justice dépend des conventions passées, d'accord? Dépend de ce que les hommes se sont obligés eux-mêmes, ont créé des obligations. Il n'existe donc pas de justice par nature. Ce sont les lois naturelles qui indiquent, ou qui nous permettent de déduire, qui sont les déductions, nous indiquant comment créer de la justice, sans pour autant définir un ordre normatif qui soit pré-civil. Alors, plus loin dans le Léviathan, d'accord, Hobbes rapporte la déduction de ces lois naturelles à Dieu. D'accord, c'est-à-dire que Dieu n'est pas absolument absent, d'accord, c'est-à-dire qu'il dit, au fond, que la loi naturelle est l'ensemble des raisonnements par lesquels la paix apparaît comme conditionnée par l'obéissance à la loi positive, puisque passer des conventions, c'est donc se donner les conditions pour créer de la loi positive, et c'est quand la loi est rapportée à Dieu, d'accord, qui est tout-puissant, qu'alors elles peuvent être comprises comme des commandements. Mais ce qui est frappant, c'est que dans le citoyen comme dans le Léviathan, Hobbes n'intervient pas dans le fondement, Hobbes, lapsus, Dieu n'intervient pas, désolé, dans le fondement et dans la déduction des lois naturelles. Et ce qui intervient en revanche, c'est cette figure de l'athée qui pose le problème au fond, de la rationalité, c'est-à-dire que pour suivre son intérêt rationnel, comment pouvons-nous du coup définir un intérêt rationnel à obéir aux lois? Et telle est, à mon sens, la fonction de ce premier groupe de lois, de ces premiers groupes de lois naturelles. Je conclus sur cette partie, tout simplement en disant que dans ce mouvement de fondation et de déduction des lois naturelles sans Dieu, et dans l'usage que fait Hobbes de la figure de l'athée ou de l'insensé, Hobbes pense une figure inédite de la subjectivité moderne, qui n'est pas tant le sujet pensant cartésien que le sujet de droit, d'accord, qui est à la racine de l'ordre juridique dès lors que les obligations sont créées par le consentement des obligés. Et donc, d'une certaine manière, on a là une pensée de l'autonomie du sujet, d'accord, ce qui invite, à mon sens, par exemple, à ne pas réduire, parce que c'est souvent ce qu'on fait, la pensée de l'autonomie à Kant. D'accord, je pense à l'ouvrage de Schneewind, d'accord, qui montre comment la pensée de l'autonomie morale et l'autonomie juridique, au fond, culmine avec Kant. Il me semble que chez un auteur aussi différent de Kant qu'est Hobbes, il y a une pensée de l'autonomie, précisément parce qu'il y a une pensée de l'immanence dans la constitution du politique. Alors, j'évoquais dans mon titre le terme d'ambivalence. Et c'est maintenant de ce point-là que je voudrais parler, peut-être pour conclure. Je ne suis pas le temps et je ne sais pas combien de temps il me reste. 10 minutes peut-être 5 minutes. Bon. Alors, pourquoi? Ce que je voudrais montrer, c'est que cette logique a un revers chez Hobbes qui, au fond, tient à 2 points que je vais résumer. Premièrement, la logique des lois naturelles et le fait qu'elles soient ancrées dans cette immanence des subjectivités, elle a une certaine fonction. Elle vise à promouvoir le droit positif, c'est-à-dire la loi civile comme expression et produit de la volonté du souverain. Elles permettent d'expliquer comment on peut créer du droit dans un contexte, celui de l'état-nature, où il n'en existe pas, et comment on peut créer des conditions d'obligation qui soient juridiquement valides, mais tout son objet est précisément de fonder l'obéissance aux lois du souverain. Et donc, d'une certaine manière,
la loi naturelle ne signifie pas autre chose que ceci. Pour accomplir la fin qu'elle prescrit, les hommes doivent être gouvernés par la loi positive qui oblige inconditionnellement. Hobbes soutient que la loi de nature nous commande d'observer toutes les lois civiles, il le fait au chapitre 14 du Citoyen, indépendamment de leur contenu, ce qui revient au fond à dire que la subordination des lois civiles à la loi naturelle justifie le devoir d'obéir à toutes les lois civiles. Bien. Et donc au fond, paradoxalement, cette pensée de l'immanence et de l'autonomie se renverse en une pensée de la sujétion politique. Le deuxième élément qui va aussi dans ce sens, c'est la question à la fois de la liberté, enfin du concept de liberté qu'utilise Hobbes et qui se transforme entre le citoyen, enfin les elements of law, le citoyen et le Léviathan, et ensuite l'introduction dans le Léviathan de la représentation politique, c'est-à-dire de la manière dont, au fond, le peuple va pouvoir ou non être capable d'action politique. Alors, sur la question de la liberté, je ne sais pas si j'ai le temps de développer ou je le ferai dans la discussion, je m'appuie ou je m'appuierai sur Skinner, d'accord, sur ce qu'il écrit dans son ouvrage Hobbes et la conception républicaine de la liberté. Et donc je passe simplement ce point-là pour en arriver à la question de la représentation politique, c'est-à-dire, au fond, de ce mécanisme qui est paradoxal ou qui marque un renversement dans la logique juridique et politique de Hobbes. Pourquoi ? Eh bien parce que, autant dans les lois naturelles, et grâce à la figure de l'athée, Hobbes a accordé une place inédite à la subjectivité juridique, au sujet de droit et à la constitution immanente du politique. Autant, une fois que cet ordre politique est créé, eh bien, la personne du souverain devient l'unique acteur politique et absorbe entièrement les sujets politiques qui s'étaient constitués, qui s'étaient auto-constitués dans, dans la logique des lois naturelles. Alors, tout simplement parce qu'au fond, dans le mécanisme de la représentation, eh bien Hobbes met en place un procédé juridique où le peuple est incarné dans la personne du souverain, qui est le représentant de l'unité du corps politique, et cette représentation, elle fonctionne à la fois comme une identification, et même, parce que dans le chapitre où Hobbes en parle, alors je pense là au chapitre 16, et à la fin du chapitre 16 qui porte sur le concept de personne, eh bien, comme une incarnation. Il s'agit bien du concept d'incarnation au sens théologique du terme. Alors, Hobbes précise que la génération de la République va plus loin que le consensus ou que la concorde, qu'il s'agit d'une unité réelle de tous en une seule personne, dans une seule et même personne, et unité qui est réalisée par une convention de chacun avec chacun. Le souverain est, je cite, une personne unique telle qu'une grande multitude d'hommes se sont faits, chacun d'entre eux par des conventions mutuelles qu'ils ont passées l'un avec l'autre, de sorte que la personne civile s'identifie à l'essence de la République. Autrement dit, le souverain politique, pensé comme un représentant, eh bien, devient l'unique personne ou l'unique sujet politique. D'accord ? C'est-à-dire qu'au fond, l'unité du représentant, le fait qu'il soit, comme il dit, le locus, le lieu même de la République, l'unité du représentant crée l'unité du représenté. C'est-à-dire que c'est parce que les individus se donnent un représentant qu'ils peuvent passer d'un état de multitude à un état de peuple, et donc qu'il peut y avoir une entité collective. Bien. Simplement, ce représentant, qui représente, c'est-à-dire dont les paroles et les actions ont pour auteur le représenté, le peuple, eh bien ce représentant devient celui qui absorbe toute action politique possible. Bien, il agit toujours au nom des autres. La conséquence de ce dispositif, c'est qu'il n'y a plus d'action politique possible pour le peuple. D'accord ? Toute action
ne peut être assumée, ne peut être menée que par le souverain. La résistance politique, il y a eu tout un tas de textes sur le droit de résistance chez Hobbes, je ne pense pas du tout qu'il y ait un droit de résistance chez Hobbes, puisqu'au contraire, le mécanisme de la représentation fait que, au fond, toute désobéissance, toute contestation devient apolitique, non politique, parce qu'elle est tout simplement, dit Hobbes, une forme d'irrationalité. Ceux qui désobéissent à la loi contreviennent à l'obligation dans laquelle ils se sont eux-mêmes engagés. Ils ont promis une chose, ils en font une autre, et ils se contredisent. La résistance, la sédition, est dès lors tout simplement réduite à une contradiction logique et ne peut pas constituer une action politique.